Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Et Donald Trump continue ses nominations, même si c'est plus ce qu'on suit dans l'actualité. Il en a fait une autre dans le grand domaine de la santé après Robert Kennedy. Oui, Jay Bhattacharya qui avait beaucoup fait parler de lui parce que c'est un des trois co-signataires de la déclaration de Barrington qui, à l'automne 2020, proposait au gouvernement de protéger les personnes les plus vulnérables, mais d'éviter le confinement pour l'ensemble de la population. Et un des premiers, il faut voir que cette déclaration de Barrington a été ensuite signée par des centaines, sinon des milliers d'autres personnes, y compris des scientifiques. Alors, ça a été contesté à l'époque et d'autres pensaient que c'était une bonne idée, c'est-à-dire qu'il fallait que l'immunité naturelle puisse se développer et que les méthodes de confinement auraient aussi un impact économique délétère sur la société et le fait aussi de ne pas permettre aux enfants d'aller à l'école aussi librement qu'on l'aurait voulu. Donc, personnage, j'aime pas le mot controversé, clivant peut-être, professeur à Stanford, une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis en santé publique, docteur en médecine, mais en économie aussi. Donc, pour lui, les deux secteurs doivent être entendus, surtout en période d'épidémie, c'est-à-dire que les considérations de santé publique qui s'imposent, mais ensuite, il y a aussi tout ce qu'il y a de possibles dommages collatéraux qui auront un impact aussi peut-être à terme sur la santé publique. C'est une des choses qu'il disait. Oui, notamment à l'école, là. Exactement. Et aujourd'hui, il faut voir que le seul gouverneur aux États-Unis qui ait refusé de fermer les écoles, c'est M. DeSantis en Floride, qui avait été, au début de la crise, beaucoup décrié, critiqué, montré du doigt pour son absence de sens des responsabilités et qui, plus on avançait dans la crise, plus est devenu, pour cette raison, une vedette, y compris chez des rivaux démocrates gouverneurs qui ont dit, savez-vous, après tout, l'idée de permettre aux enfants d'aller à l'école, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, Jay Bhattacharya qui pourrait se retrouver à la tête des NIH, les National Institute of Health, c'est dans le monde de la science et de la santé, mais de la science qui croise ici la santé, probablement la référence, l'étalon or un peu partout. C'est 27 ou 28 centres de recherche qui s'intéressent au cancer, à toutes sortes d'autres maladies. C'est un budget colossal, près de 50 milliards de dollars qui, pour l'essentiel, sont consacrés à la recherche. Et en choisissant de mettre Jay Bhattacharya, c'est un signal fort qui nous rappelle que cette crise de la COVID, cette maudite crise de la COVID, a changé aussi la façon de faire de la politique, a changé, c'est une époque clivante, mais qui encore aujourd'hui finit d'accomplir ces impacts multiples, parce que c'est pas un hasard si évidemment Donald Trump choisit Bhattacharya, entre autres parce qu'il avait été, lui, s'était retrouvé dans le collimateur des grandes plateformes de communication, de réseaux sociaux, X et les autres. À l'époque, c'était Twitter. Et quand on a lu les Twitter Files, je sais pas si tu étais intéressé au travail qui avait été fait, on a découvert qu'il y avait plusieurs agences du gouvernement associées au département d'État, associées au FBI, qui étaient en conversation directe avec les responsables de ces grandes plateformes et signalait donc des comptes qu'il fallait désamplifier, c'est le mot qu'on a appris à l'époque, c'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un qui a du retentissement en ait moins. Et Jay Bhattacharya fait partie du lot de ceux dont la parole a été filtrée. Alors, peut-être qu'il s'est trompé. D'ailleurs, on souligne qu'au tout début de la crise, il avait écrit un article dans le Wall Street Journal pour dire que cette épidémie peut-être ferait une quarantaine de milliers de morts aux États-Unis, qu'il fallait ne pas la prendre au sérieux, mais que c'était quand même pas non plus la fin du monde. Or, on sait qu'au total, c'est plus d'1 million de victimes. Évidemment, dans ces chiffres, il faut toujours distinguer, comme tu le sais, Mario, ceux qui sont morts directement de la COVID de ceux qui sont morts avec la COVID. Avec la COVID, c'est ça. Exact. On est en haut de 40 000 quand même. Mais on est tout à fait en haut de 40 000. Mais moi, mon point quand même, c'est on peut pas additionner cette nomination-là à celle de Kennedy. C'était un type beaucoup plus sérieux avec un doctorat en médecine, 2 doctorats dont un en médecine. C'est un vrai scientifique. Et les questions qu'il a posées, pour moi,
les questions qu'il a posées sur le confinement étaient de bonnes questions. Je veux dire, on se la pose encore la question aujourd'hui. Ici, au Québec, on est un des endroits qui a le moins fermé les écoles, d'ailleurs. Là. Le gouvernement met la priorité sur les écoles, beaucoup plus que d'autres provinces. Alors, pour moi, ce sont des questionnements réels. Bon, est-ce qu'il fallait les lancer pendant? Tu sais, il y a un point où moi, je me disais, tu sais, dans une guerre, mettons que le général dit, on attaque la ville par le front nord. Toi, t'es un commandant en dessous, puis tu dis, ben non, le front nord, il est tombé sur la tête, il mieux de rentrer par le front sud. Puis toi, tu pars avec ton bataillon en dehors des autres, puis tu fais ta propre affaire. Tu comprends? Tu peux pas faire ça dans une guerre. À un moment donné, tu dis, OK, même si moi, je pense que c'est pas ça, tu comprends, le gouvernement lance un appel, c'est comme ça qu'on agit, puis il y a comme une obligation de se rallier. Mais ceci dit, ces débats sont bien réels. Alors que l'armée... Et la distinction, je te dirais, c'est que Bhattacharya n'avait pas de responsabilité autre que celle d'enseigner et d'avoir une opinion. C'est-à-dire qu'il n'a pas détourné l'attention du général responsable des forces. Il a simplement posé des questions, comme tu le disais, à une époque où on ne pouvait plus en poser. Et ce qui, donc, m'intéresse dans cette nomination, parce que ça reste qu'elle est, elle aussi, clivante, mais n'a pas fait autant de bruit que je l'aurais imaginé. C'est d'abord le fait qu'entre aujourd'hui et la COVID, on n'a pas encore coupé le cordon ombilical. C'est une crise qui marque durablement les politiques publiques. Les choix de Trump semblent l'indiquer. Et c'est, parce qu'il y a une promesse derrière ça de Bhattacharya, c'est aussi de faire en sorte que la recherche soit décorrélée des intérêts particuliers, particulièrement des pharmaceutiques. T'sais, on sait que ça est très bien, beaucoup, là. Ben oui, ça est excellent. S'attaquer au lobby agroalimentaire, comme le propose Robert Kennedy Jr., s'attaquer au lobby pharmaceutique, c'est des batailles colossales. Est-ce que avec ce casting qui est en rupture avec tout ce qu'on attend, qui soulève toutes les interrogations qui sont sur la place publique, est-ce qu'ils vont réussir? Parce qu'on dit toujours que les politiques font toujours les mêmes choses. Hein? Ils répètent les mêmes choses, ils ont la langue de bois. Là, t'as un casting qui est en dehors des clous, en dehors des normes. On n'est pas dans le carré de sable habituel. Des gens qui se sont fait remarquer parce qu'ils étaient libres penseurs, tellement même qu'ils ont été souvent ramenés à l'ordre. C'est plus le cas, je dirais, de Robert Kennedy. Est-ce que donc, cette équipe, puis c'est ça le pari, rapidement on va le savoir, va errer et déraper, ou au contraire, va apporter des solutions à des enjeux qui font l'unanimité. Tu sais, quand tu me dis le lobby des pharmaceutiques, ça fait l'unanimité. Oui, mais est-ce qu'il y aura là des résultats différents? C'est la question. Et comme on n'en a pas beaucoup parlé de cette nomination, je trouvais que ça valait la peine de revenir, d'autant que ça pose aussi la question de la parole censurée. Oui. Il faut se garder 2 minutes pour parler de ce cessez-le-feu. C'est arrivé hier. C'était hier, je pense, pour le commun des mortels, ça paraissait bizarre, là, parce que Israël frappait autour de Beyrouth comme jamais, mais en même temps, on disait qu'au cabinet, on était à étudier une proposition de cessez-le-feu. Bon, quand on connaît les guerres, c'est pas la première fois qu'on voit ça, là, les dernières frappes avant d'arrêter de frapper. Là, exact. On frappe les dernières cibles. Ceci dit, la question que les gens se posent, est-ce que c'est le chemin... Biden a parlé de quelques jours, peut-être, là, pour une vraie fin de la guerre au Moyen-Orient? D'abord, la guerre au Moyen ou Proche-Orient, elle dure depuis 70 ans et même davantage. Donc, cette phase, pense pas mettons. J'en suis pas certain, parce qu'il faut voir que ce qu'on est en train de faire, c'est de démilitariser la petite bande de 20 kilomètres entre le fleuve Litani, qui est au Liban, et la frontière israélienne, où théoriquement, c'était la résolution 1701, pardonne la précision, des Nations unies en 2006, quand on a mis un terme au précédent conflit qui opposait les Israéliens aux Libanais. La condition sine qua non, c'est qu'on démilitarise complètement, qu'il n'y ait que des forces des Nations unies, sinon des forces armées libanaises qui patrouillent cette petite bande pour qu'il n'y ait pas de tunnel du Hezbollah, pour qu'il n'y ait pas caché des missiles. J'ai l'impression, moi, qu'en ce moment, tout le monde s'achète du temps, que ça ressemble davantage à ça. M. Biden, hier, et je peux comprendre, était content. Ça fait des mois qu'on dit travailler à la Maison-Blanche à une solution. Ça ne règle pas le problème à Gaza, quoique le Hamas a dit qu'il était prêt à parler. Ils l'ont pas souvent fait. Ils sont très certainement affaiblis eux aussi. Donc, est-ce que ce cessez-le-feu qui, pour l'instant, est de 60 jours, les forces armées israéliennes vont se retirer graduellement pour laisser place donc aux forces armées libanaises et à des soldats des Nations unies qui pourraient être appuyés par la France et les États-Unis qui ont promis de donner un coup de main. Est-ce que
ce qui n'a pas fonctionné en 2006 et 2023-24 va cette fois-ci marcher parce que le Hezbollah s'est reconstruit et très efficacement. L'enjeu pour M. Netanyahou, c'est qu'il y a 70 à 100 000 Israéliens qui vivent à la frontière nord et qui ont été littéralement expropriés de chez eux depuis le 7 octobre. Eux doivent pouvoir retourner paisiblement à la maison. Là. Vont-ils? Le vrai test, et c'est là qu'on va savoir si ça fonctionne, le vrai test, c'est est-ce qu'on va voir un mouvement de retour à la maison de ces Israéliens qui ont en général... Confiants qu'ils ne recevront pas un missile sur la tête, là. Exactement. Et c'est là, je pense qu'on va savoir si oui ou non ça tient le coup. Mais pour l'instant, je suis tenté de te dire que tout le monde, le Hamas, le Hezbollah et les Israéliens s'achètent du temps. Est-ce que c'est la pierre angulaire qui va construire une paix durable dans la région? Malheureusement, j'aimerais dire le contraire, j'en suis pas du tout convaincu. Merci Stéphane. À demain. Salut.